Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un BD reportage qui a été publié en 2016 par Cyril Pommet, et qui s'intitule Calais Terminus. Il a été publié dans la revue Dessinée pour rendre compte de la réalité de la jungle à Calais, à l'issue d'un travail de terrain pendant 6 jours au cours de l'hiver 2015. À ce jour, il a publié une dizaine d'albums, dont plusieurs sont liés au sujet des migrations traités dans le reportage BD qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit donc d'un fil directeur dans son œuvre. Alors, je citerai entre autres Le Printemps des Arabes, La Dame de Damas et 9603 km, l'Odyssée de 2 enfants. Il collabore non seulement avec la revue Dessinée, mais aussi avec Arte et Amnesty International. Et lorsque Calais Terminus est publié en 2016, il comportait une version interactive sur le site de la chaîne Arte, mais qui n'est à ce jour plus accessible. Ce reportage BD est organisé en plusieurs parties et est focalisé sur la perspective d'une des parties prenantes, donc les migrants, les bénévoles et les Calaisiens. Et le reportage se conclut sur une dernière partie, ayant lieu 6 mois plus tard, lorsque l'auteur revient sur les lieux. Avec des dessins réalistes et des tonalités sombres, Pommet crée une série de vignettes et de portraits avec des planches de composition variées, où les bordures des cases disparaissent et réapparaissent. Benjamin Bigelow et Rudiger Singer, qui ont étudié les BD documentaires centrés sur le thème de la migration, rappellent combien les dessins faits à la main véhiculent les notions de proximité et de réalité immédiate. Et de son côté, le spécialiste de BD Dominic Davies explique que l'image dessinée s'inscrit à contre-courant de la logique véhiculée par la culture visuelle contemporaine qui nous assaille d'images de violence et de souffrance décontextualisées. La temporalité propre à la production ainsi qu'à la lecture des bandes dessinées ralentit la consommation de ce flux d'images et invite à une réflexion prolongée. Avant d'étudier plus précisément le travail de Pommet, quelques précisions sur la situation migratoire de Calais s'imposent. Calais est un des goulets d'étranglement migratoire européens. Mais contrairement à Lampedusa ou l'île de Lesbos, il ne s'agit pas d'un point d'entrée dans l'Union européenne, mais d'un point de transit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, régi par les accords de Dublin et les accords bilatéraux franco-anglais du nom de accord du Touquet. Dans la région du Calaisis, depuis la fin des années 80, les autorités ont tantôt cherché à concentrer les populations migrantes et tantôt à les disperser sur le territoire. Et ce qu'on a appelé la jungle de Calais correspond à un campement situé dans la zone portuaire de la ville, à 6 km du centre-ville, et relativement isolé de ce dernier. La maire de l'époque avait demandé aux associations d'aide aux migrants d'encourager ces derniers à quitter les divers campements éparpillés dans la ville et à s'installer dans cette lande. On leur promettait d'y être moins tourmentés par la police et d'y trouver des points d'eau et d'autres services. L'anthropologue Michel Agier, spécialiste des camps de migrants, nous rappelle dans un ouvrage collectif que peu de temps avant la fermeture de ce campement par les autorités en 2016, plus de 10 000 personnes y habitaient. Mon objectif aujourd'hui consiste à explorer la manière dont cette BD reportage représente ce qui s'est passé à cette frontière et la manière dont les principaux intéressés y sont représentés. Et pour des raisons de temps, je m'en tiendrai principalement à la première partie du reportage, qui est consacrée au recueil des témoignages des migrants, où, selon moi, Pommet opère un savant dosage pour éviter les écueils de la victimisation, de la dépolitisation, de la généralisation et de la déshumanisation des migrants. Alors, dans un premier temps, je détaillerai les moyens mis en œuvre par Pommet pour organiser le reportage et offrir une image de cette jungle. Et dans un second temps, je me focaliserai sur la nature des rencontres dont il rend compte. Alors, comment rendre en bande dessinée, par l'agencement d'images et de mots, l'expérience de la jungle de Calais ? Un sentiment de désorientation domine les premières pages.
Le titre indique, avec le mot terminus, le dernier arrêt, le point d'arrivée, et Calais, à travers le verbe homonyme, suggère l'action d'immobiliser. Et en contraste avec cette idée de stase, l'image donne à voir des individus en mouvement, tentant le passage et en se glissant sous la bâche d'un conteneur semi-remorque dans l'espoir de passer la frontière. Alors d'emblée, Pomès fait le choix de représenter les migrants dans l'action, agents de leur propre destin, dans une énième tentative, alors que toute chance de passage est mince. Et d'ailleurs, l'horizon bloqué par la masse sombre du conteneur qui occupe la majorité de la page, nous rappelle que s'engouffrer sous cette bâche se fait à de grands risques. Sur la page de droite, en relais du titre, la position assise et sereine de Pommet, qui se représente dessinant le campement devant lui, s'inscrit en contraste avec les corps furtifs de la page précédente. Les tonalités opposées des deux pages indiquent qu'il s'agit bien du jour et de la nuit, et que la situation de l'artiste n'a rien de commun avec l'expérience des migrants. La carte de la jungle, dans la moitié supérieure de la seconde page, permet au lecteur d'avoir une vue d'ensemble du campement, et la rose des vents, en haut à gauche, permet de le situer plus globalement. À en croire cette vue aérienne, la carte est très fidèle à la réalité. Faite de nombreux morceaux de carton collés les uns aux autres, cette carte était, d'après les témoignages, accrochée à un mur d'un centre de distribution du campement. L'auteur de cette carte n'est pas connu. En plus des lieux importants qu'elle indique, tels que les restaurants, les lieux de culte, les centres de distribution, les triangles de tailles diverses, souvent avec un cœur à l'intérieur, nous renseignent sur la densité de population et rappellent que des êtres humains habitent en ces lieux. Alors on voit ici à gauche la reproduction de Pommet et à droite une photographie de l'original. La reproduction du bédéiste n'inclut pas les noms de pays qui apparaissent sur la photographie pour indiquer où se trouve chaque communauté. Donc Pommet, en reproduisant à la main cette carte, elle-même dessinée à la main, s'installe et emmène avec lui le lecteur dans cet espace. C'est bien la réalité du campement, depuis le terrain, qui va nous être offerte dans les pages qui suivent. Alors, sous la carte, la phrase commencée dans le dernier encadré se poursuit cette fois sans cadre, dans l'arrière-plan du campement lui-même, et le jeu de l'artiste apparaît pour la première fois et s'extrait des commentaires contextuels pour se replacer sur les lieux mêmes. Et il est écrit « où je passe 6 jours à l'occasion des fêtes de la fin d'année 2015 ». Alors, à mon sens, cette carte joue un rôle clé dans cette BD reportage, puisqu'elle annonce au lecteur que le parcours de cet espace se fera de manière organique et ne suivra pas de code rigide prédéterminé. Pas de gaufrier répété page après page, la BD reportage de Pommet invite, par sa forme même, à une réflexion sur les frontières et leur dimension arbitraire, et sur les liens entre les individus et les espaces. Comme pour le campement, la lecture demande une souplesse de l'œil afin de recevoir pleinement ce reportage, les témoignages, au-delà du spectacle des conditions de vie révoltantes. Les mises en page varient grandement d'une page à l'autre. Les commentaires sont tantôt encadrés, tantôt pas, tout comme les images. Et le ratio mot-image évolue aussi. L'auteur joue sur la dynamique entre les discours directs des phylactères et les discours indirects des récitatifs. Les limites entre le dedans et le dehors, l'intérieur et l'extérieur, se dissolvent tant sur la page que dans le campement, où les migrants, bien que disposant de tentes et d'abris, demeurent exposés aux éléments. Ces passages constants d'espaces délimités par un cadre, à d'autres complètement ouverts jusqu'aux limites de la page, nous rappellent aussi que la jungle de Calais était un lieu d'exclusion à ciel ouvert, caractérisé par un vide juridique. Dominic Davies, qui a étudié le sous-genre des refugee comics, insiste sur la capacité de la forme BD à s'interroger sur la géographie et ses frontières. Alors, je vais le citer.
This notion of comics as an anti-linear, anti-sequential narrative form, capable of radically shifting conventional geographic orientations, aligns productively with the subversive geographical trajectories of refugee narratives. Enfin, les langues ajoutent aussi au sentiment de désorientation. Dès son arrivée, Pomés est salué en anglais, et les nombreux films documentaires qui ont été faits sur la jungle montrent que l'anglais était bien la lingua franca, aussi en raison de la présence de nombreux bénévoles du Royaume-Uni qui étaient sur place. Dans la BD reportage, tout est traduit en français, on le suppose en tout cas, et Pomés mentionne la présence d'une traductrice. Donc au-delà de la simple langue, le BDiste doit aussi apprendre les usages en vigueur dans le campement. Pour engager une conversation, il convient de le faire autour d'une boisson chaude. Ainsi, dans le campement, on s'offre des thés et cafés les uns aux autres. Pomés est invité à discuter dans l'abri d'un groupe de migrants. Assumant un point de vue ancré sur le terrain et incarné, la BD reportage de Pomés permet au lecteur de repenser l'acte de passage clandestin de la frontière que tentent les migrants tous les soirs et de circuler et d'être tous les soirs comme un acte dangereux de résistance à un système qui empêche certains de circuler, voyager et d'être avec leur famille. Alors Dominic Davies et son travail sur les traversées de frontières et les récits de migration en bande dessinée interrogent les blancs entre les cases, conçus comme autant d'invitations à un engagement cognitif. Et dans le travail de Pomés, ces blancs, y compris l'absence de cadre, rappellent constamment la nature exceptionnelle du campement de Calais. En dehors du cadre de la loi, mais toléré, ce campement fut aussi hors norme par sa taille. Et le caractère exceptionnel de cet espace n'empêche pourtant pas de véritables rencontres significatives de se produire. Pomés rencontre un peu moins d'une dizaine de migrants. Avant d'aborder les propos échangés au cours de ces entretiens, on peut regarder de manière plus précise la manière dont ils représentent les corps des migrants. Et c'est en effet un enjeu capital puisque dans l'abondance des photos et vidéos qui circulent dans la presse et en ligne, les migrants sont souvent réduits à des corps en souffrance, sans agentivité, où les différences physiques sont bien souvent accentuées. Ce spectacle est désamorcé dans le travail de Pomés par la nature des portraits qui, à la fois flous et précis, permettent de préserver l'intégrité des visages. Autrement dit, de les montrer sans les exposer, tout en traduisant les traits singuliers et les affects. Jennifer Howell, qui a étudié des BD traitant du terme de l'immigration, note que lorsque les artistes dessinent des personnages de migrants de manière floue, il s'agit souvent d'éviter de reproduire certains stéréotypes visuels. Et les portraits monochromatiques permettent de se concentrer sur les regards. Ensuite, la présence du corps même du BDiste, inclus dans la BD au moins à 3 reprises, permet d'établir un lien avec les corps de ses interlocuteurs. Parce qu'ils portent tous les mêmes types de vêtements, Pomés se mêle au groupe, comme pour signaler graphiquement que lui aussi aurait pu être migrant, ou que les migrants sont des individus comme les autres. Les dessins de Pomés ne tombent pas dans l'écueil qui consiste à faire du corps des migrants ce que Candida Rifkind appelle des sites of difference ou signs of precarity, et gérant de manière adroite, à mon avis, les généralisations et les spécificités, les portraits ne participent pas au régime visuel de spectacularisation qui domine les discours sur les migrants et parviennent à frayer un chemin vers l'humanité de chacun. Les témoignages recueillis par Pomés complexifient les idées préconçues et simplificatrices sur les trajectoires migratoires et soulignent la dimension politique des propos des migrants. Certains insistent sur le fait qu'ils cherchent à rejoindre des parents qui sont déjà en Angleterre. Ensuite, la durée du processus de migration est dans certains cas bien plus longue qu'on pourrait le penser. Il y a notamment le cas de Mohamed qui a quitté le Koweït 15 ans auparavant et qui n'a toujours aucune perspective d'arriver un jour quelque part.
Des raisons politiques sont aussi mises en avant. Mo refuse de retourner en Syrie pour être enrôlé dans l'armée de Bachar el-Assad et être complice du régime. Abdullah a quitté son Irak natal, la situation économique déplorable et l'emprise de la religion. Donc la BD reportage, en moins de 30 pages, s'efforce de ne pas proposer un discours purement humanitaire, mettant l'accent exclusivement sur la détresse des migrants. Et Erin Bartley, qui a écrit dans un article sur Joe Sacco, met en garde contre l'empathie qui peut parfois mener à un effacement de la positionnalité politique des sujets. Bien, il n'en est rien dans cette BD reportage. Chaque cas unique est présenté de manière succincte pour créer un panel de cas variés qui empêche toute généralisation hâtive. Cette BD reportage participe à déstabiliser les récits hégémoniques et simplistes sur les migrants. La BD reportage fait plus que simplement transcrire les récits de parcours des migrants. Elle montre aussi les liens créés entre le BDiste et les habitants du campement, notamment avec Mo, son guide, et Mohamed, le Koweïtien en errance perpétuelle. Ce qui rend ces interactions plus significatives, c'est qu'elles s'ancrent dans une temporalité plus longue que celle d'un simple entretien. Dans le cas de Mo, Pomé passe une partie de son temps avec lui durant son séjour. Il écoute son histoire et lui propose de le dessiner. Mais Mo refuse. D'abord parce qu'il craint les services secrets syriens. Puis, explique-t-il plus tard, parce qu'il ne supporte pas l'image de ce qu'il est devenu et ne veut pas découvrir comment Pomé le dessinerait. Mo fait l'aveu de la véritable raison de son refus à la fin de la journée, alors que les traits des deux hommes se dissolvent dans la pénombre de la nuit et qu'une certaine intimité s'établit entre les deux hommes. Avec Mohamed, Pomès est d'emblée saisi par la tristesse qui se dégage du jeune homme et qu'il qualifie d'infinie. Le portrait de Mohamed montre un homme au regard assombri, imprécis et fuyant, les mains jointes dans une posture véhiculant un certain renfermement sur soi. Ce portrait n'est pas contenu dans un cadre et flotte dans un espace indéterminé. Les mots du jeune Koweïtien sont sans doute traduits par la traductrice et sont transmis dans un récitatif flottant lui aussi. Mohamed évoque le regret de n'avoir pu dire au revoir à son père avant la mort de ce dernier. Et c'est cette évocation du deuil du père qui touche Pomé, qui indique lui aussi avoir perdu son père quelques mois auparavant. Et c'est dans ce partage du deuil que s'établit entre les deux hommes un lien fort, suggéré de manière laconique dans le texte et scellé par un échange d'objets. Pomé donne à Mohamed un soldat de plomb de la collection de son père. Et là, je le cite, « Je le donne à Mohamed en lui souhaitant de trouver enfin la paix. » Le jeune Koweïtien lui donne en retour une, je cite, « montre de valeur ». Et nous n'en saurons pas plus sur cette montre, si elle appartenait à son père ou si c'est simplement, et c'est déjà beaucoup, un objet de valeur qui aurait pu monnayer une tentative de passage de la frontière. La pudeur des deux hommes et le laconisme des propos échangés créent un espace vide dans lequel s'engouffre le lecteur. Cette rencontre se termine avec le dessin de l'abri de fortune où la discussion s'est déroulée, avec en récitatif le texte suivant « Le poids que je porte n'est plus tout à fait le même en les quittant. Le poids du soldat de plomb, associé à la présence symbolique du père, récemment décédé, est remplacé par le poids d'un symbole du temps de l'errance qui semble infini pour Mohamed. » Et dans la dernière partie du reportage, on apprend qu'il a décidé de rester en France et qu'il a envoyé des nouvelles à Pomé, comme si l'échange d'objets avait mis fin au calvaire du jeune Koweïtien et comme si le plomb du soldat avait ancré le jeune homme. Et sur les photos qu'il envoie à Pomé, qui sont reproduites dans la BD, on voit le soldat de plomb et Mohamed passant un bon moment entre amis. Le flottement et l'imprécision ont fait place à la netteté des traits et à des cadres qui indiquent que la situation s'est en effet stabilisée pour lui. Le reportage BD se termine sur ces mots. Mohamed va bien. En conclusion, Cyril Pomé a produit un objet qui, loin des reportages à thèse, n'en perturbe pas moins les discours simplificateurs des médias de masse. Pour Candida Rifkin, ce genre crée les conditions d'une lecture critique en s'appuyant sur, je la cite, « the plenitude, fragmentation and unruliness of the comics page ». Cahiers Terminus est un cas d'école. En 2008, un éditorial de la revue Dessinée formulait le cahier des charges de la publication ainsi, je cite, « Mais comment ne pas ajouter du bruit au bruit ?
en s'assurant, en s'arrêtant, en s'immergeant, en rembobinant, en croisant les regards, les sensibilités et les talents. La bande dessinée, entreprise longue, besogneuse, minutieuse, nous impose de ralentir, nous donne du temps, celui de réfléchir à ce qu'on a à dire. Merci.